Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo où on va parler de la taxe d'habitation. Pour beaucoup, ça va sembler être une vidéo très chiante, mais ce n'est pas le cas. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à savoir, il y a pas mal eu aussi de changements par rapport à cette taxe et j'ai vu très peu de sources sûres à propos de ces taxes, que ce soit la CFE, taxe d'habitation, etc. Je ferai une prochaine vidéo sur la CFE. Et donc j'ai vu très peu de sources sûres et je voulais faire une vidéo de référence par rapport à cette taxe d'habitation sur l'activité de sous-location professionnelle. Ok. Pour ceux qui ne le savent pas, je m'appelle Antoine Proust, je fais de la sous-location professionnelle depuis plusieurs années maintenant. J'accompagne aussi des personnes à se lancer dans la sous-location pro. Je ne vends pas de formation. J'ai tout de même une formation à te proposer. Et oui, je ne vends pas de formation, mais j'ai une formation à te proposer puisque j'ai une formation gratuite qui sera disponible en premier lien de cette vidéo. Voilà, je t'offre une formation et voilà, si tu veux aller plus loin, tu veux te faire accompagner, j'ai une possibilité d'accompagnement. On sort tout à fait du cadre de la partie formation, ça va être vraiment du coaching, du suivi personnalisé et on va voir, on va se développer ensemble. Mais pour ce qui est de formation, tu as une formation gratuite qui est disponible sous cette vidéo. Elle ressemble à ça. Voilà, tu as des vidéos, plus de 4 heures de vidéos où je vais parler de sous-location professionnelle en détail, comment te lancer à moindre coût et sans risque. Ok. Je te laisse aller checker ça et nous, on rentre dans le vif du sujet. Alors, directement, qu'est-ce qui est dit pour la taxe d'habitation? Je vais me mettre en petit, comme ça, je ne vais pas gêner. Hop, je vais me mettre juste ici. Donc, il y a pas mal de choses qui sont dites. Les textes ont aussi beaucoup changé, on va le voir, depuis février 2025 de cette année. Donc, les textes ont changé à propos de la taxe d'habitation, avec des changements majeurs. Mais pour le moment, à l'heure actuelle, en juin 2025, qu'est-ce qui est dit? La taxe d'habitation sur les résidences secondaires, et oui, on va parler spécifiquement des résidences secondaires, puisque ça nous touche en tant que sous-loueur, puisque tout ce qui n'est pas résidence principale est résidence secondaire, donc nous, on fait de la sous-location sur nos résidences secondaires. Donc, taxe d'habitation des résidences secondaires est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d'habitation autre qu'à titre principal, y compris lorsqu'ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises. Et oui, ça c'est un point très très important puisque auparavant, on avait donc sur la version du 1er janvier 2025 au 16 février 2025, si tu étais soumis à la cotisation foncière des entreprises, tu vois, ne sont pas imposables à la taxe d'habitation, les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables. Okay. Donc techniquement, si tu payais la CFE, tu ne payais pas la taxe d'habitation. Sauf que nous, voilà, on était soumis à la CFE, donc potentiellement on pouvait esquiver cette taxe d'habitation par ce biais. Ce n'est plus le cas à l'heure actuelle puisque c'est mentionné et j'ai cliqué au mauvais endroit. Hop, on reprend, je suis au bon endroit, puisque du coup, on est sur une taxe qui est uniquement pour les résidences secondaires et même si tu payes la cotisation foncière des entreprises. Ok. Ensuite, on va avoir pas mal de choses. Hein. Il y a quand même de l'article 1407 à l'article 1415 à propos de la taxe d'habitation. Il y aura beaucoup de spécificités à propos de quel montant ça doit être, comment fixer des majorations, etc. Ce n'est pas des choses qui nous intéressent puisque nous, on veut simplement savoir est-ce qu'on la paye, est-ce qu'on la paye pas, et si on la paye pas, comment ne pas la payer. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais donner toutes les informations pour savoir comment faire pour éviter de la payer. Ok. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui sont mentionnées, notamment voilà, toutefois les locaux mentionnés au premier alinéa ne sont pas soumis à cette taxe lorsqu'ils font l'objet d'un usage exclusivement professionnel. Alors nous, on n'a pas d'usage professionnel des biens. Même si on fait de la sous-location professionnelle, on n'a pas d'usage professionnel. Ça, il y a beaucoup de gens qui confondent. On a un usage qui est commercial de l'appartement, puisque Airbnb est considéré comme une activité commerciale. Et l'aspect professionnel, dire qu'on fait de la sous-location professionnelle, donc on a une activité professionnelle, non. Sous-location pro, c'est juste un terme pour dire qu'on fait ça de manière pro. C'est comme un joueur de tennis pro. Voilà, il est professionnel. Voilà, nous, on est des professionnels de la sous-location. Ni plus ni moins. Donc, sont exclus des champs. Voilà, en gros, tu ne la payes pas si
tu loues à titre temporaire des personnes en difficulté gérées par des personnes publiques. Enfin, voilà, il y a plein de cas qui ne vont pas nous concerner à ce sujet-là. Voilà, des locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et les pensionnats. Tout ça, on va pas être lié à ça. Ok. Donc on passe directement au 1408 et c'est le plus important, c'est vraiment la partie qui va définir est-ce qu'on la paye, est-ce qu'on la paye pas. Donc la taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. On va revenir sur ça. Toutefois, pour l'imposition mentionnée, donc ça c'est l'article où il y a les mentions spécifiques à propos de voilà, si tu loges pour les écoles, les pensionnats ou les voilà. Ça c'est des choses on n'est pas forcément concerné. La taxe est établie au nom du propriétaire, de l'usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation, l'amphithéâtre, etc. Voilà, donc ça on n'est pas concerné. Les fonctionnaires et les employés civils et militaires logés gratuitement dans les bâtiments appartenant à l'État, aux départements, aux communes et aux hospices sont imposables pour les locaux affectés à leur habitation personnelle. Les sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé sont redevables de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires afférentes aux locaux attribués en jouissance à leurs membres. Ok. Donc là, qu'est-ce qui est dit ? Il y a une mention qui revient souvent, jouissance. Ok ? Pourquoi ? C'est dit expressément, et on va le revoir dans le BOFIP dans quelques minutes, la taxe d'habitation est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Donc si tu ne disposes pas ou tu ne jouis pas des locaux, tu n'as pas la taxe d'habitation qui est établie. C'est ça qui est écrit, clairement. Et on va le voir plus en détail parce que dans le BOFIP, on va avoir des cas spécifiques un peu plus clairs, puisque là, on a vraiment juste une phrase qui durera à peu près une ligne. Et donc, nous, on va être sûr qu'on ne la paye pas, cette taxe d'habitation. Et on va voir quand même si on est sûr de ne pas la payer, dans les faits, c'est un peu différent. Et dans les faits, il va falloir mettre des choses en place pour ne pas la payer. Okay. Donc là, on glisse sur le BOFIP. Là, je vous ai extrait ce qui va être intéressant pour nous à propos de la taxe d'habitation. Okay. Donc, sur ce point, on revient sur, dans le BOFIP, on revient sur l'article 1407 du Code général des impôts. C'est ce qu'on vient de voir à l'instant. Et ce qui est spécifié, c'est qu'il y a une taxe d'habitation qui est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition, la jouissance des locaux imposables. Cette notion de disposition nécessite des précisions complémentaires dans certaines situations. Là, le BOFIP nous dit attention, on sait que c'est pas clair, on sait que c'est une phrase un peu trop dite rapidement. Alors on va voir dans les détails qu'est-ce qui est concrètement là. Donc là, je précise bien qu'on est sur la version en vigueur. Hein. On est bien sur la version définitive et celle qui est bien valable à l'heure actuelle. Okay ? Vous pouvez toujours vérifier, je mettrai en description le lien du BOFIP, si on est bien sur la dernière version. S'il y a des versions qui ont été modifiées, je ferai des nouvelles vidéos, donc abonnez-vous à cette chaîne YouTube où je vais parler de sous-location pro. Et je ferai des mises à jour à propos de cette taxe d'habitation s'il y en a, s'il y a des modifications dans le BOFIP, etc. Mais on le voit bien, vous pouvez le checker vous-même. La dernière version, c'est celle de 2020 et je vais vous mettre le lien de ce BOFIP dans la description de cette vidéo, comme ça vous pourrez checker s'il y a une version supplémentaire qui a été ajoutée. Donc, cette notion de disposition nécessite des précisions complémentaires dans certaines situations. Les locaux loués en meublé. La situation des locaux loués en meublé au regard de la taxe d'habitation doit être examinée du double point de vue du loueur en meublé et du locataire en meublé. Donc là, on fait une distinction entre l'exploitant et la personne qui en bénéficie. Situation du loueur en meublé. Le régime des locaux loués en meublé au regard de la taxe d'habitation diffère selon qu'il constitue ou non l'habitation personnelle du loueur. Ok, intéressant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a vraiment une distinction si on habite ou si on a la disposition des lieux, encore une fois,
si on y habite personnellement, il y a des choses qui vont changer. Okay. Il est rappelé à cet égard que l'habitation personnelle s'entend de tout local occupé par le contribuable ou dont celui-ci se réserve l'usage comme habitation principale ou secondaire. Très intéressant. Donc ça veut dire que si on a le droit d'être dans un appartement en sous-location qu'on a, ça veut dire que voilà, si vous avez le droit si vous avez la possibilité en fait d'accéder à un appartement pour y dormir une nuit, etc., en sous-location professionnelle, en tout cas si vous n'avez pas cette interdiction de faire ça, vous pouvez être soumis à la taxe d'habitation. On descend un peu plus dans les détails. La location porte sur des locaux meublés qui ne constituent pas l'habitation personnelle du loueur. Tel est le cas notamment des locaux spécialement aménagés pour la location, tels que les chambres mises à disposition des clients dans les hôtels. Il est rappelé que les locaux situés dans l'hôtel est destinés à l'usage privatif de l'exploitant sont imposables la taxe d'habitation à son nom. Ok, très important. On a le cas d'un hôtel, mais c'est intéressant parce que on a un cas très très spécifique dans cette remarque. Parce que ça soit un hôtel ou que ça soit un appartement sous location pro, ça va être la même chose dans l'absolu. Qu'est-ce qui est dit? C'est que donc les locaux situés dans l'hôtel et destinés à l'usage privatif de l'exploitant sont imposables à la taxe d'habitation. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu as un appartement que tu peux de manière privative utiliser, tu vas être soumis à la taxe d'habitation. Si dans un hôtel, le gérant de l'hôtel, il a la disposition de la chambre 21 et de la chambre 22, il va payer de la taxe d'habitation seulement pour la chambre 21 et la chambre 22. Et nous, c'est le cas. Si on a un immeuble en sous-location professionnelle avec 10 appartements, qu'on a à la disposition l'appartement 5 et l'appartement 6, on va payer de la taxe d'habitation pour l'appartement 5 et l'appartement 6. Et c'est ça, en fait, c'est de la même manière pour tout. Hein. Voilà, si vous n'avez même pas dans le même immeuble des appartements, ça va être la même chose. Okay. Donc très très intéressant ce point-là. Ces locaux ne sont pas imposables à la taxe d'habitation, mais ils sont en principe imposables à la cotisation foncière des entreprises. Ça, c'est ce qu'on rappelle de dire, vous êtes les gars soumis à la cotisation foncière des entreprises, ne l'oubliez pas. La location porte sur des locaux meublés qui constituent l'habitation personnelle du loueur. Ok, là on a des choses intéressantes aussi. Les pièces faisant partie intégrante de l'habitation du loueur et louées en meublé de manière saisonnière sont soumises à la taxe d'habitation. Un appartement loué en meublé durant quelques mois seulement et dont le contribuable réserve la disposition pendant le reste de l'année est soumis à la taxe d'habitation. Je vais revenir sur ces points. Il résulte des dispositions de l'article 1408 du CGI et de l'article 1415 du CGI qui est redevable de la taxe d'habitation le propriétaire d'un local imposable qui peut être regardé au 1er janvier de l'année d'imposition comme entendant s'en réserver la disposition, la jouissance une partie de l'année, même si à cette date, le bien est loué de façon saisonnière. Ok. Ainsi, un propriétaire qui a loué un logement meublé plusieurs mois dans l'année au titre de laquelle l'imposition est due par un bail excluant la tacite reconduction et prenant fin en juin de cette même année, par exemple, est redevable de la taxe d'habitation au titre de cette année, dès lors qu'au 1er janvier, il n'avait donné aucun mandat à une agence pour mettre l'appartement en location à l'issue du bail. Il doit être regardé comme s'en réservant la disposition en dehors des périodes de location saisonnière. Donc là, on nous parle d'un cas qui n'est pas le cas de la sous-location professionnelle, mais qui est quand même intéressant pour nous. Ok. Aussi important, dernier point, je vais finir. Les locaux meublés sont dans ce cas à usage mixte. Ils sont en effet affectés à la fois à un usage personnel et à une activité commerciale. Ils sont donc imposables à la taxe d'habitation alors qu'ils sont passibles de la cotisation foncière des entreprises. Ok. On revient sur cette cotisation foncière des entreprises. Mais qu'est-ce qui est dit? Il est dit plusieurs points très intéressants. Au 1er janvier, c'est la situation au 1er janvier qu'on va regarder. Ok.
Donc pour un bailleur, s'il n'a pas mis son appartement dans une agence pour le mettre en location, eh ben on va considérer qu'il va avoir la disposition du bien. Si un propriétaire fait de la location courte durée et qu'il n'a pas mis en conciergerie qui a un contrat qui spécifie que le propriétaire n'a pas accès à l'appartement, et ben dans ce cas-là, le propriétaire ne sera pas soumis à la taxe d'habitation. Mais si au 1er janvier, il n'a pas ce contrat qui spécifie ça, il va être soumis à la taxe d'habitation. Donc c'est la situation au 1er janvier qui est regardée. Okay, pourquoi? Parce que c'est trop compliqué sur une année complète d'établir la taxe d'habitation par rapport à ça, parce qu'on a de la vacance locative en France. Voilà. Ok. Donc je veux faire les choses claires, je vais me mettre en plus grand, parce que les textes de loi ils sont faits un petit peu pour être un peu embrouillants. C'est la base, c'est l'imposition française. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça? Il faut comprendre que si on a un moyen de prouver qu'au 1er janvier, on n'a pas la disposition ni la jouissance du lieu, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller dans le lieu pour y séjourner, etc., on ne sera pas soumis à la taxe d'habitation. Et dans un cas pratique, moi je vais vous expliquer ce qui s'est passé pour moi. J'ai des appartements dont je suis propriétaire dans une ville et des appartements en sous-location professionnelle dans la même ville. Et ce qui se passe pour l'exonération de ma taxe d'habitation, c'est que les appartements dont je suis propriétaire et que j'ai exploité en location courte durée, c'est des appartements sur lesquels je vais être soumis à la taxe d'habitation. Pourquoi? Parce que je ne vais pas passer par une conciergerie. Parce que la conciergerie, j'aurai un contrat avec elle qui dit que je n'ai pas le droit d'accéder à l'appartement, donc je n'ai pas la disposition et la jouissance du bien, donc je ne suis pas soumis à la taxe d'habitation. Et c'est au 1er janvier, c'est toujours regardé au 1er janvier. Donc là, j'ai payé la taxe d'habitation. Mais dans cette même ville, quand j'ai vendu ma première société de sous-location pro, j'ai vendu avec 20 appartements. Donc j'ai dit tout simplement, regardez dans mes contrats de sous-location professionnelle, dans mes contrats que j'ai avec le propriétaire, il y a quelque chose qui est mentionné qui signifie, je vous mettrai dans la description ce que j'ai mentionné dans mon contrat, qui signifie je n'ai pas la disposition et le propriétaire non plus des lieux. Ce qui signifie que je ne suis pas soumis à la taxe d'habitation. Et pour cause, et quelque chose qui a argumenté mon exonération de taxe d'habitation, et pour cause, je paye de la taxe d'habitation sur des locaux, sur des appartements dont je suis propriétaire et que j'exploite en location courte durée, puisque sur ces appartements-là, je vais de temps en temps y aller pour séjourner. Mais sur mon activité de sous-location professionnelle, je n'y accède pas, c'est contractuel et je n'en ai pas l'intérêt puisque j'ai déjà mes locaux personnels que je vais exploiter. Vous, je me doute bien, peut-être que ça va être... Il y a certaines personnes qui vont être dans la même situation que moi, qui vont avoir cette justification aussi à propos de taxes d'habitation payées sur d'autres locaux, qui pourraient justifier le fait qu'on n'a pas l'intérêt d'aller dans d'autres appartements qu'on a en sous-location pro dans la même ville pour y séjourner et donc d'en avoir la disposition. La réalité, c'est que cet argument, il est très très facultatif. Pourquoi? Parce que c'est un argument de logique. C'est pas un argument concret, réel de texte. C'est pas un argument où on peut le prouver avec des écrits, un contrat, etc. Ce qui va être le plus important, c'est ce qui va être mentionné dans votre contrat de sous-location professionnelle avec votre propriétaire. Et ce qui doit être mentionné, ce sera en description de cette vidéo, mais ça doit être le fait que vous n'avez pas la disposition des lieux. Absolument pas la disposition. Il y a encore une autre chose qu'il faudra que je teste aussi, c'est en plus du contrat de sous-location. Désolé, j'ai eu un appel qui m'a coupé. Donc ce que je voulais dire, c'est que c'est le bail, voilà, qui va spécifier les choses. Et il y a une autre chose qui peut aussi fonctionner, c'est avec un contrat avec un prestataire de ménage qui signifie que on n'a pas la disposition des lieux, qu'on n'a pas le droit d'accéder aux lieux. C'est uniquement le prestataire de ménage qui se réserve le droit d'accéder aux lieux et pour l'entretien. Okay, donc voilà, il y a des choses à tester. Le plus effectif et le plus concret,
c'est sur votre contrat de sous-location professionnelle, la mention du fait que vous n'avez pas la disposition, vraiment une mention qui est en rapport avec les textes de loi qui sont mentionnés ou en rapport avec le BOFIP. Parce que là, à partir du moment où vous avez noir sur blanc, signé, contre-signé avec le propriétaire, que vous respectez le fait que vous n'avez pas de disposition des lieux et le propriétaire non plus, pour qu'on aille vous dire payez quand même de la taxe d'habitation, là c'est quand même c'est très tendancieux niveau fraude. Quand bien même c'est des choses qui sont nouvelles puisque cette modification à propos de la taxe d'habitation, les taxes d'habitation, on commence à les recevoir depuis quasiment uniquement cette année, voire l'année dernière. Avant ça, c'était beaucoup plus calme et c'était beaucoup moins concret. Et donc là, ils sont vraiment à l'attaque sur la taxe d'habitation et dans certains cas, ils peuvent ne pas vous l'exonérer. Ce que je trouve... et c'est des va-et-vient en fait avec votre espace impôt.gouv où ils vous disent oui, non, oui, non. Et au final, normalement, ça risque de passer. Même dans le cas de conciergerie, où là c'est expressément dit et vous n'avez pas la disposition des lieux, etc., on a vu certains propriétaires qui avaient quand même une taxe d'habitation qui leur a été demandée. Donc, et qui n'a pas pu être dégrevée. Donc voilà. Ils font un peu ce qu'ils veulent au final, mais si vous faites les choses carrées selon les textes de loi et le Code général des impôts, clairement, ben, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Ok ? Je vous laisse aller checker tout ce qu'il y a dans la description parce que j'ai mis pas mal de choses et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. C'était Antoine.